politiques économiques dans le cadre européen. Bonjour, je suis Françoise Diribin, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Louis de Foix de Bayonne. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents éléments pour expliquer la politique économique européenne. Tout d'abord, nous allons voir les différentes étapes de l'intégration, puis nous verrons les raisons du marché unique qui favorise la croissance. Après, nous aborderons les trois politiques économiques qui sont les politiques de la concurrence, la politique monétaire et les politiques budgétaires. Et nous finirons par les effets et les limites de ces politiques dans le cadre européen. Pour commencer, nous allons définir l'intégration économique. C'est le développement des interdépendances entre pays par le développement des échanges et la mise en œuvre de politiques harmonisées. Donc, les étapes de l'intégration économique. D'abord, nous avons la zone de libre-échange où les pays s'échangent des marchandises. Si nous rajoutons un tarif extérieur commun, c'est-à-dire faire des droits de douane à des pays qui ne font pas partie de cette zone de libre-échange, nous obtenons l'union douanière. Puis à cela, si nous rajoutons l'ouverture des marchés, c'est-à-dire l'échange de biens, de capitaux, de personnes, nous obtenons le marché unique. Si à celui-ci, nous rajoutons des politiques harmonisées, nous avons l'union économique et monétaire. Et si en plus nous ajoutons une politique sociale commune, nous aurions une union politique. Pour l'instant, cela n'existe pas au niveau mondial, mais ce sont les différentes étapes que l'Hongrois Béla Bélassa avait définies. Au niveau de l'intégration, dans ce cours, nous allons notamment nous intéresser au marché unique. Le marché unique regroupe 27 pays de l'Union européenne. C'est un espace sans frontières où les biens, les services, les capitaux et les personnes circulent librement. De même, la zone euro regroupe les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie unique. Ça veut dire qu'ils ont tous la même politique monétaire qui est mise en place par l'eurosystème. 27 pays de l'Union européenne ont décidé d'avoir un marché unique parce que celui-ci a des effets sur la croissance. Les effets, les mécanismes qu'il faut connaître. Cela permet une spécialisation. Donc, on va se démarquer des autres pays en produisant des éléments, des biens, des services différents des autres. Cela va nous permettre d'augmenter notre productivité, de nous démarquer de la concurrence et donc d'avoir une baisse des prix, mais également de permettre des innovations. De plus, le fait d'avoir un grand marché unique, cela permet d'avoir des débouchés dans différents pays, donc de faire des économies d'échelle, c'est-à-dire de répartir les coûts de production sur une plus grande quantité de produits. Cela a pour conséquence d'une part de baisser les prix des produits pour les consommateurs, mais également d'avoir accès à plein de produits, de nouveaux produits qu'on n'aurait pas accès sur notre propre territoire. Maintenant que nous avons vu l'intérêt d'avoir un marché unique, nous allons voir pour que cela fonctionne les différentes politiques économiques. Nous allons commencer par les politiques de la concurrence, ensuite nous verrons la politique monétaire et les politiques budgétaires. Donc, une politique économique, il faut savoir ce que c'est et comment ça fonctionne. On réfléchit toujours par rapport à une politique économique de la même façon. On observe quels sont les objectifs, les outils, les instruments que l'on utilise et les effets que cela a. En général, ces effets sont contrastés. Donc, une politique économique, c'est un ensemble des interventions des pouvoirs publics sur un espace donné pour agir sur la situation économique d'un pays, d'un territoire donné. Donc, nous allons nous intéresser maintenant aux
politique de la concurrence dans l'Union européenne. Donc son but est de trois ordres. D'abord, c'est de réguler les pratiques anticoncurrentielles, comme par exemple empêcher qu'une entreprise ait un pouvoir de marché, un abus de position dominante ne permettant pas aux autres entreprises de rentrer sur le marché en fixant des barrières à l'entrée, par exemple. Ce fut le cas de Google qui avait été sanctionné par la Commission européenne car il ne mettait en avant sur son moteur de recherche que les entreprises qui avaient payé pour être sur son moteur de recherche. Ensuite, l'État également limite les fusions, c'est-à-dire deux grosses entreprises qui vont fusionner ensemble et elles vont devenir très importantes sur le marché européen, bloquant l'entrée de d'autres entreprises. Ce fut le cas, par exemple, du refus de la fusion de Siemens-Alstom. Et également les aides d'État, c'est-à-dire qu'on ne permet pas aux États, sauf certains cas bien précis, de donner des subventions à des entreprises pour en faire des champions nationaux. Pour cela, la façon un petit peu de réguler la politique de la concurrence utilise des outils comme des sanctions, des interdictions, des contrôles. Donc cela va en général par le biais d'amendes. Cependant, ça peut avoir des effets négatifs, ça peut affaiblir certains services publics, ça peut également affaiblir les entreprises européennes par rapport aux entreprises mondiales, car elles ne seront pas assez puissantes pour se positionner comme des grosses entreprises venant de la Chine ou des États-Unis, par exemple. Maintenant, une seconde catégorie de politiques que nous allons voir, ce sont les politiques conjoncturelles. C'est celles qui agissent directement sur la situation économique d'un pays à un moment donné, c'est-à-dire sur la croissance, sur l'inflation, sur le chômage et sur le solde extérieur. Donc la politique monétaire européenne est conduite par la Banque centrale européenne. Elle utilise comme outil le taux directeur et son but c'est de cibler une inflation aux environs de 2% par an. Donc cette politique monétaire est une politique qui doit servir en moyenne, on va dire en moyenne, qui doit convenir à peu près à l'ensemble de tous les pays qui ont adopté la monnaie euro. Cependant, au cas par cas, ça ne correspond pas toujours. L'autre catégorie de politiques conjoncturelles que nous avons, ce sont les politiques budgétaires. Donc la particularité, c'est que les politiques budgétaires sont votées au niveau de chaque État, mais elles sont encadrées par des traités qui limitent leur action. En fait, ces traités demandent que l'inflation ne dépasse pas, soit aux alentours de 3% et que la dette publique soit aux alentours de 60% du PIB. Donc cela restreint l'action des politiques budgétaires. Donc l'action des politiques budgétaires repose, enfin les instruments dit autrement, reposent sur les recettes et les dépenses du budget de l'État. Le but de cette politique budgétaire est essentiellement la croissance et de maintenir du coup ce déficit public autour de 3% et cette dette publique autour de 60%. Donc maintenant, la dernière partie du cours, les difficultés de coordination. Comme la politique monétaire est supranationale, dépend est la même pour tous les pays d'Europe, et que la politique budgétaire dépend de chaque pays, il est difficile de faire face à des chocs asymétriques. Il y a une divergence des économies nationales et les règles budgétaires peuvent peser dans certaines actions. Donc si on revient sur les chocs asymétriques, donc un choc
asymétrique, c'est un secteur d'un pays qui va être touché. Par exemple, prenons l'exemple d'une tempête qui ravage un champ de blé. Un pays va être touché, mais pas les autres pays de l'Europe. Il va être difficile pour un pays peut-être de mettre en place une politique budgétaire de relance qui serait nécessaire, alors que nous sommes avec une politique monétaire restrictive. Il risque d'être en contradiction, notamment s'il doit garantir un certain niveau de dette et d'inflation. De plus, avoir une politique monétaire unique pour combattre l'inflation peut bloquer certains pays, car tous les pays ne sont pas au même niveau. Certains pays arrivent très bien à maîtriser leur inflation, d'autres, au contraire, non, il va avoir un décalage entre des pays qui ont besoin d'une politique monétaire de relance et de ceux qui ont besoin d'une politique monétaire restrictive. De même, au niveau des politiques budgétaires, chaque pays n'a pas tant de manœuvres que ça, puisqu'ils sont encadrés par le pacte de stabilité et de croissance, où il ne faut pas dépasser les 60% de dette et les 3% d'inflation. Donc, ces politiques peuvent être difficiles à mener en période de récession. Donc, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez aller plus loin dans ce cours, vous pouvez télécharger mes fiches sur methodoses.com et également vous abonner et liker. Merci de m'avoir suivi.